Bonjour, bienvenue à la deuxième séance des ateliers sur les contrôles internes intitulé Respect des contrats de financement et organismes de contrôle. Je suis Sabrina Dumitra. Je vais faciliter l'atelier d'aujourd'hui. Quelques logistiques pour commencer. Je voudrais reconnaître le territoire autochtone sur lequel nous sommes. En tant qu'organisme cadre, AMSA reconnaît que la province se trouve sur les Premières Nations qui sont sur ces terres depuis les premiers temps. Nous sommes des settlers sur ces terrains et AMSA se situe sur les territoires non cédés des peuples Premières Nations Squamish, Tsleil-Waututh. Je suis sur les territoires Squatland, Squatley. Fermons donc le sondage. Je vais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Gordon Hawley. Il est cofondateur et président directeur général de Humanity Financial Management. Cette organisation travaille exclusivement avec des organisations à vocation sociale pour les aider à développer leurs compétences en matière financière. Alors, je vais laisser Gordon prendre la parole. Merci beaucoup, Sabrina. Bienvenue, bonjour. Comme Sabrina l'a bien dit, je suis cofondateur et PDG de Humanity Financial Management. Nous sommes une entreprise de CPA à Vancouver. Nous avons à peu près 25 employés et je suis CPA-CA depuis 30 ans, depuis 91. Et je compte 45 d'expériences cumulatives dans des conseils d'administration, notamment comme trésorier, des petits conseils généralement locaux. Et aussi de taille moyenne et certains conseils nationaux. Community Foundations of Canada en est une et Vancouver Foundation en est une autre. Humanity Financial Management, c'est un organisme assez unique. Nous ne sommes pas un cabinet classique, nous ne faisons pas des audits ou des mandats pour des déclarations d'impôts. Nous travaillons exclusivement avec des organismes à vocation sociale et nous les aidons à bâtir des systèmes comptables internes forts et le renforcement des capacités. Nous travaillons sur des systèmes d'opération, des systèmes comptables, de tenue des livres, des systèmes de gouvernance. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est autour des contrôles internes. C'est le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas un cabinet traditionnel et il y a très peu de compagnies comme la nôtre à travers le pays, à ce que je sache. Nous sommes aussi l'un des deux entreprises certifiées B Corporation au Canada. Nous sommes la plus grande et les corporations B, ou B Corp, une fois qu'on est ainsi certifié, cela veut dire que nous cherchons un équilibre entre le profit et d'autres objectifs. Nous en avons quant à la valeur que nous offrons aux clients, les valeurs que nous donnons à les membres de notre équipe et à la collectivité. Nous devrons avoir une empreinte légère sur l'environnement. Donc, c'est l'utilisation des affaires pour le bien et ce qui nous différencie de la plupart des autres organismes de comptables agréés au Canada. Et voilà un exemple des organismes exceptionnels avec qui nous travaillons. Dans la séance d'aujourd'hui, dans la séance de mardi, nous avons eu un aperçu des risques et des contrôles financiers ainsi que la gouvernance financière efficace. C'était à un niveau assez élevé ou haut pour donner un aperçu des contrôles internes et gouvernance financière. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le détail.
Nous allons toucher dans la première moitié le respect des contrats de financement, notamment avec l'IRCC, les contrats de financement de l'IRCC. Et deuxièmement, nous allons travailler avec la conformité avec les organismes de réglementation, notamment l'Agence du revenu du Canada, l'ARC. Alors, d'abord, avant de commencer, je ne suis pas un expert dans les contrats de financement d'IRCC. J'ai pris connaissance de centaines de contrats de financement de différents organismes. J'ai lu la copie d'une entente de financement d'IRCC, donc j'en ai une certaine connaissance, mais s'il y a des membres de l'IRCC présents à l'appel, et si je commettais une éventuelle erreur ou omission en parlant des contrats d'IRCC, alors corrigez-moi. Mais c'est un exemple pour identifier les domaines où les organismes d'AMSA, dans le passé, commettaient des erreurs ou bien ne respectaient pas le contrat de financement d'IRCC. Avec ce, j'entre dans le détail. Nous allons toucher plusieurs sujets quant au contrat de financement. Pourquoi? D'abord, ils sont importants pour notre organisation. Nous allons parler des écueils dans l'administration de ces contrats, des meilleures pratiques, des pratiques exemplaires pour leur administration et aussi pratiques exemplaires spécifiquement concernant les contrats de financement d'IRCC. D'un point de vue de conformité, il s'agit d'une entente légale qui lie l'organisme pour effectuer différentes activités à différentes fins. Mais en même temps, c'est critique. Ces contrats sont critiques pour le succès de l'organisation, pour avancer la fin et la mission et avoir un meilleur impact sur la communauté. Et le succès dans un contrat peut donner lieu à d'autres contrats et la capacité d'atteindre un public plus large. Bon, une fois qu'on est attribué un contrat de financement, il faut prendre du temps pour bien le comprendre. Il y a du jargon, ça peut prêter à confusion. Donc, prenez le temps pour chercher de l'aide et pour comprendre ce à quoi vous engagez. Commençons avec votre bailleur de fonds pour repasser les clauses qui peuvent se prêter à confusion. Ou bien, parfois, ce sera convenable de consulter un avocat. Soyez clair sur les activités que vous avez à livrer, les dates, les échéances et les exigences et restrictions, ainsi que les échéanciers pour les rapports. Vous pouvez faire une espèce de rétro-planning pour assurer de respecter vos échéances. Votre programme, vos personnel est très occupé avec la prestation des services. Donc, il faut chercher du temps pour cela. Les contrats sont rédigés par les avocats, mais souvent doivent être interprétés par les utilisateurs et ils peuvent être complexes et écrits d'une façon, disons, plus facile d'être compris par un avocat ou le bailleur de fonds. Donc, travaillez de pair avec votre bailleur de fonds pour que tous les deux comprennent bien chaque clause. Et les bailleurs de fonds sont très prêts à s'asseoir avec vous et répondre à vos questions. Les occasions futures de financement sont en rapport direct avec votre capacité de respecter les exigences. Votre bailleur de fonds peut vous exiger de repayer des fonds qui n'ont pas été autorisés dans le contrat. Si vous ne comprenez pas vos obligations en amont, il va falloir faire des démarches en aval pour réparer les choses. Donc, c'est très important de bien comprendre vos obligations en vertu du contrat pour le report financier, pour utiliser les fonds pour les dépenses admissibles en vertu du contrat. En fait, au paragraphe 8 du contrat d'IRCC que j'ai vu, où ça parle du non-respect, il y a deux éléments ici qui sont importants.
à savoir, ce sont des organismes considérés en défaut, en non-conformité avec l'entente. D'abord, le récipiendaire est en défaut de respecter ou de rencontrer toute condition ou obligation nécessaire, ou bien le bénéficiaire a donné une information fausse ou au ministère. Donc, il y a des clauses dans le contrat qui donnent la possibilité de mettre fin au contrat et au financement, mais généralement, l'idée, c'est d'avoir une communication et essayer de rectifier le tir lorsqu'il est nécessaire. Nous avons vu que des bailleurs de fonds puissent se retirer, retirer les fonds ou le contrat s'il y a un manque d'intérêt d'être en respect, en conformité. Donc, le respect des contrats, vous devez le prendre très au sérieux. Donc, quelles sont les conséquences du non-respect? Tout d'abord, il est probable que vous perdrez l'estime du bailleur de fonds. Vous pouvez perdre des occasions futures de financement. Et dans le cadre des contrats d'IRCC, votre financement actuel peut être suspendu ou terminé. Clairement, travaillez de près avec vos bailleurs de fonds pour être en conformité et toujours dans votre intérêt et de votre organisation. Et les bailleurs de fonds se parlent entre eux et font des vérifications de référence pour connaître, disons, l'intérêt de ces organismes à respecter les règles et l'impact de leur travail sur la communauté. Encore une fois, le respect des contrats a une importance absolue pour tout organisme. Les contrats sont livrés à succès par le biais des personnes, des processus et la technologie et les systèmes. Ce sont trois leviers qui doivent travailler ensemble pour bien livrer un contrat, pour bien respecter un contrat. Les équipes se centrent sur la livraison des programmes de qualité élevée, mais ces membres de l'équipe doivent avoir une connaissance de base des contrats. Prenez le temps pour orienter les employés aux modalités du contrat. Assurez que tout le monde soit sur la même page. Vérifiez auprès de votre équipe l'entendement des membres. Et c'est important, clairement, que l'équipe connaisse les directives des bailleurs de fonds, ce qui peut être différent entre différents bailleurs de fonds. Voici un exemple spécifique dans le contrat d'IRCC. Ça parle d'utiliser des taux de kilométrage identifiés par le Conseil du Trésor du Canada, et l'IRCC trouve que certaines organisations n'utilisent pas ces tarifs. Et je crois que ces tarifs sont ajustés chaque 6 mois. Donc, quelle est la date? Il faut se rendre compte si les taux changent au milieu d'un contrat. Ces taux peuvent différer entre bailleurs de fonds et ne faites pas de suppositions quant aux directives. Il faut avoir des systèmes en place pour bien rapporter les réclamations en matière de kilométrage. Assurez-vous que l'équipe ne fasse pas d'hypothèses quant au processus. Par exemple, le bailleur de fonds aurait un procédé établi pour redistribuer les fonds ou pour apporter des changements aux dépenses d'un programme. Et ne supposez pas que ces procédés ne puissent pas être raffinés. Si vous avez un exemple à explorer, par exemple, un changement au coût ou résultat, mais discutez de ces idées avec le bailleur de fonds, obtenez son approbation par écrit
pour qu'il y ait une piste, une trace. Le bailleur de fonds veut que vous ayez du succès. Si vous avez des idées sur comment arriver à des meilleurs résultats, le bailleur de fonds serait ouvert à vous écouter. C'est courant que les organismes utilisent des procédés manuels et qu'il y ait des préposés qui saisissent des données, etc. Nous encourageons les organismes à développer des systèmes de comptabilité plus sophistiqués et réduire la dépendance sur les préposés, les employés. Et ainsi, vous aurez une meilleure efficacité et pour générer des rapports financiers opportuns pour savoir où dépenser adéquatement dans le programme. N'oubliez pas vos sous-traitants. Tel qu'indiqué dans l'annexe 4, vous avez une responsabilité fiduciaire sur les fonds redistribués. Si vous avez des sous-contractants, ils doivent respecter les mêmes modalités que vous en vertu de votre contrat. En vertu du contrat d'IRCC, vous devez assurer que le sous-contractant respecte ses ententes. Et vous êtes responsable pour leurs travaux. Donc, ils devraient respecter toute exigence contractuelle dans l'annexe 4 et qu'ils vous fournissent la documentation appropriée des dépenses permises. Quelques pratiques exemplaires, bien sûr, bien lire et comprendre le contrat et aussi les modalités budgétaires et financières. Certaines sections parlent de ces composantes et l'information financière et les processus. Il est important donc en prendre connaissance, vous refamiliariser avec, chercher les restrictions de dépenses ou sur les frais administratifs ou généraux et la définition des dépenses admissibles ou non admissibles. Pour assurer une bonne mise en œuvre d'un contrat, il faut considérer son impact, comment ça touche les personnes, les processus et les technologies. Il faudrait bien comprendre le changement que vous cherchez dans les collectivités que vous desservez. Parlez avec votre équipe de l'importance de ce contrat, ce qu'il vous permettra de faire et l'impact que le contrat aura. Rappelez que ce que vous dites est peut-être pas ce que vos employés écoutent. Donc, il faudrait peut-être renforcer certains points clés. Une fois que les gens comprennent bien le contrat, explorer l'impact des changements, chercher la rétroaction auprès des acteurs clés et les changements et comment aborder le changement. L'équipe pourrait suggérer de la formation, suggérer des changements, ainsi de suite. Et au fur et à mesure des recommandations de l'équipe de comment respecter le contrat, donc prenez de l'action. L'action pourrait nécessiter certaines modifications au processus interne ou au système comptable. Nous allons parler des pratiques exemplaires quant au système comptable un peu plus tard. Et finalement, c'est important de passer en revue, contrôler le travail, vérifier que c'est bien exécuté. Prenez le temps de reconnaître les succès et aussi de partager les leçons lorsqu'il faut faire des améliorations. Il y a deux parties dans la compréhension d'un contrat, ce qu'on exige de vous et comment vous allez l'exécuter. Différentes personnes font le quoi et comment. Ça veut dire que différents membres du personnel devraient comprendre le contrat et être responsables pour son exécution, pour sa mise en œuvre. Pardon. Quelques spécifiques de vos finances. Utilisez des fonds différents pour ce qui est dépensé pour chaque accord différent. Ceci vous permettra de répondre aux
à vos financiers et de ne pas demander des frais auxquels vous n'avez pas le droit avec vos différents financeurs et de répartir les frais. Et vous pouvez vous assurer de faire des demandes avec des montants spéciaux au lieu d'avoir à répondre, de faire des copies de chaque agrafe, mais pour les dépenses, elles doivent être identifiées séparément. Comme n'étant pas des frais généraux, il faut les suivre régulièrement et faire des rapports spécifiques. Et il faut que vos financeurs aient votre confiance en vous, des situation financière au sujet des budgets et de la façon dont vous faites votre rapport. Et il y a des problèmes, vous pouvez indiquer que votre situation n'est pas égale et ou que vos frais d'administration ont été demandés au-dessus de ce qui est permis dans le contrat. Je crois que le contrat avec IRCC, le maximum est 15%, mais à nouveau, lisez le contrat, comprenez ce que sont les taux administratifs et n'essayez pas de demander quelque chose au-dessus. Le financeur va vérifier. Et bien gérer vos comptes pourra vous permettre de donner des comptes. Et il faut entrer le montant et afin de pouvoir revoir la conformité de ces rapports et aider les responsables afin de savoir où en sont les choses. Des erreurs à éviter. Des montants incorrects qui sont tenus dans le grand livre, il faudrait les mettre et les réconcilier. Demander des frais avant d'avoir le contrat. Et faire des demandes dans la mauvaise catégorie de coûts, y compris ce qui est compris dans le budget ou des choses qui sont comprises comme les réparations et la maintenance qui font partie du capital. Et ou demander des frais comme les dépenses pour la distance tel qu'il est permis dans l'annexe 2. Et alors que la description de coûts éligibles peuvent excéder votre maximum, il est possible que vous ne dépensiez pas tout ce qui est permis. C'est ce qui se passe quand vous faites une proposition ou quand votre programme n'a pas été complètement conçu. Et ceci peut différencier de ce qui peut être livré. Et les fonds que vous avez demandés ne peuvent pas être utilisés. Donc, travaillez avec IRCC et d'autres financeurs afin que ces fonds puissent être réalloués avant de prendre quelque action afin que le financement ne vous soit pas refusé. Et voici quelques choses qui ne sont pas alignées avec les contrats d'IRCC. Regardez l'annexe 2 comme étant une permission et demander ces frais dans le budget au lieu de les regarder les documents de ce qui est permis et les montants permis. Vous ne pouvez demander que ce que vous dépensez sur la liste de frais. Un autre exemple est avoir des frais excessifs qui ne sont pas couverts dans l'annexe 2 parce que l'organisation pense faire ce qui est mieux pour ses clients. Assurez-vous que les frais que vous dépensez s'alignent avec le but du contrat et que vous avez la permission d'IRCC de dépenser l'argent et les frais. Vous ne voulez pas regarder les montants dans le budget de l'annexe 2 comme étant un droit absolu et caractériser la nature de frais afin de pouvoir manipuler la reconnaissance de 100% du budget. Vous voulez faire des rapports qui sont véridiques. Vous n'incluez que les frais qui sont permis dans vos demandes et ne manipulez pas vos demandes afin de pouvoir être à l'intérieur du budget. Il faut que vos budgets soient transparents, que vous ayez une responsabilité avec le financeur, une bonne relation avec lui, que les rapports soient exacts et complets. Maintenant, IRCC a fourni une lettre de contrôle interne et donc le bénéficiaire doit prendre le rôle afin de vérifier les 4 points qui sont listés sur la lettre de couverture
afin qu'ils soient pris en compte. Vous devez confirmer que les objectifs du projet soient atteints, valider une documentation claire pour les rapports financiers, la véracité des frais demandés et s'assurer que les contrôles soient faits à l'intérieur. Certains défis qu'on a remarqués, particulièrement avec IRCC, le manquement d'exécuter le contrat avec un tierce parti durant la redistribution des fonds qui sont mentionnés dans l'annexe 4 et ne pas remplir le rôle fiduciaire sur les fonds qui sont redistribués avec les financiers, y compris de la documentation claire avec la tierce partie et s'assurer qu'il y a un audit régulier qui soit fait. Et donc, il est très, très important que l'annexe 4 indique toutes ces règles auxquelles vous devez obéir afin de pouvoir utiliser les sous-traitants, livrer les programmes. Et je crois qu'ils indiquent la redistribution de fonds. Assurez-vous que vous faites les choses très régulièrement et que votre organisation soit responsable afin de vous assurer que les sous-traitants avec lesquels vous avez un accord juridique et les sous-traitants obéissent à toutes les règles auxquelles vous devez obéir et qu'ils s'assurent de bien obéir à ces règles et que vous gardez un œil sur ceci. Et votre contrôleur devrait pouvoir offrir des ateliers afin de pouvoir savoir comment respecter le contrat. Votre équipe doit s'appliquer à ça régulièrement et comprendre la différence entre les coûts administratifs, les salaires du PDG par exemple ou son bureau et les coûts de programme qui soutiennent la livraison des programmes. Et donc, quelques petits soucis sont comprendre les prestations qui sont fondées sur les taux en vigueur et, par exemple, CPP et EI ne devraient jamais être demandés et compris dans le détail aux taux surélevés par le gouvernement. Et donc, une demande pour les demandes devrait être le même pourcentage du salaire de base comme il est indiqué dans les projets. Et rappelez-vous que les financiers vont vérifier ceci et que vous soyez bien aligné avec les règlements, les montants désignés par l'ARC et le budget que vous soumettez. Donc, quelques meilleures pratiques. Bien sûr, engagez-vous avec IRCC en tant que partenaire. IRCC veut la même chose que vous voulez. En tant que partenaire, ils veulent que votre organisme soit réussisse et livre les programmes que vous voulez livrer. Tous les deux, vérifiez régulièrement, demandez des éclaircissements si besoin et fournissez des commentaires sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas et ce qui peut être amélioré. Une relation transparente entre le financier et ceux qui sont financés iront loin pour avoir une meilleure relation avec votre organisation et avoir un impact positif sur les communautés qu'ils servent. Et souvenez-vous d'inspecter ce que vous attendez. Assurez-vous que les choses sont faites correctement avec vous et vos sous-traitants et fournissez une rétroaction, encadrement, formation aux membres de votre équipe si besoin. Et rappelez-vous que les membres de l'équipe qui sont tenus de suivre les dépenses doivent avoir un niveau de compétence et de formation suffisant. C'est très difficile de pouvoir respecter les contrats si votre équipe n'a pas l'expertise, la supervision suffisante. Et c'est ceci qui manque souvent. Et donc, regardez les membres de votre équipe, assurez-vous qu'ils comprennent bien le contrat et qu'ils ont l'expertise, la formation et la supervision. Et il faut également qu'ils aient la compréhension des politiques d'IRCC par rapport aux termes du contrat, environ 13 pages, et
dans l'annexe 2, les détails sont donnés par rapport aux frais qui sont éligibles. Je crois que dans le contrat que j'ai regardé, l'annexe 4 a les termes et les conditions par rapport à la redistribution du financement. Ces annexes 2 et 4 sont extrêmement importantes pour les contrats d'IRCC. Nous réjouissons de répondre à vos questions. Donc, pourquoi est-ce qu'on va prendre quelques instants pour poser des questions sur ce que l'on a fait jusqu'alors? Et souvenez-vous que je ne suis pas un expert sur les contrats de IRCC, mais je serais contente de répondre à des questions générales. Et donc, certaines des questions sont un peu plus générales plutôt que spécifiques que les détails des contrats d'IRCC. Une des questions qu'on a eues, est-ce que vous pouvez confirmer? Je veux juste vérifier qu'ils ont bien entendu que vous recommandez vraiment que tout le personnel ait une formation afin de pouvoir respecter les contrats. Et si oui, est-ce que vous avez des recommandations sur quel genre de formation et comment accéder? Et je pense que particulièrement, oui, bien sûr. En ce qui concerne le financement des contrats, en général, tout personnel qui travaillent ou qui suivent le contrat ou le salaire qui serait payé par ce contrat devrait comprendre ce qu'il doit faire sous le contrat. Et il devrait avoir une idée des coûts éligibles et ceux qui ne sont pas admissibles. Et donc, oui, je pense qu'il est absolument impératif que certainement les personnes qui prennent les décisions, mais aussi ceux qui sont à l'avant, sur la première ligne, afin qu'ils connaissent les responsabilités du contrat, ce qu'ils doivent faire et comment travailler au mieux afin de pouvoir faire ce que le contrat exige. Et la deuxième partie de la question, est-ce qu'il y a une formation en particulier que vous recommandiez? Vous savez, il y a certaines formations disponibles par rapport à la gestion des projets en particulier. Donc, si vous avez des responsables de programme, il serait bon de prendre ces coachs. Je crois que Humantum a un programme de gestion de programme pour les responsables de programme. Donc, c'est une organisation que vous pouvez regarder. Que je crois que c'est juste une formation à l'interne afin de la part des responsables du programme qui sont responsables par rapport à ce contrat, d'identifier quels sont les points du contrat qui doivent être communiqués et le personnel en particulier qui doivent respecter ce contrat. Et donc, merci Gordon. La deuxième question que j'ai reçue, est-ce que vous avez des meilleures pratiques ou des recommandations par rapport à la gestion de gérer plusieurs contrats de financement? C'est ce que j'entends de cette question. Et c'est une organisation qui a plusieurs contrats et plusieurs contrats même avec IRCC. Et donc, comment est-ce que vous gérez tous ces contrats et quelles sont les meilleures pratiques, les recommandations afin de pouvoir respecter tout ceci? Oui, bonne question. Ça peut être très compliqué. Et donc, en tout premier, on recommande que les organisations s'assurent que leur système comptable puisse faire et soit bien géré afin de pouvoir suivre les revenus et les dépenses par rapport à chaque contrat de financement. On travaille avec des organisations qui ont un ou deux contrats de financement. Je crois qu'on a une organisation avec laquelle nous travaillons qui a 100 contrats de financement annuellement. Et donc, normalement, un des contrôleurs ou des directeurs financiers travaillera en partenariat avec les responsables de programme afin de pouvoir respecter le contrat, afin de pouvoir avoir les systèmes appropriés en place, afin de pouvoir gérer le contrat et de pouvoir suivre et faire des rapports par rapport aux dépenses financières et aux revenus. Et donc, c'est vraiment
un rôle important pour votre équipe financière de pouvoir travailler avec les responsables des programmes afin d'avoir les systèmes appropriés. Donc, si vous utilisez QuickBooks, Sage 50, d'avoir des services différents pour chaque contrat. Et dans QuickBooks, par exemple, vous pouvez utiliser les clients et les emplois pour chaque contrat afin de pouvoir suivre tous les frais qui font partie de chaque contrat et que votre contrôleur, votre directeur financier doit lire et être responsable afin de savoir les frais qui sont admissibles ou non admissibles afin de pouvoir réviser le travail du responsable du programme afin de pouvoir respecter les demandes. Donc, votre directeur financier, votre contrôleur qui travaille avec les programmeurs. C'est un gros travail afin de pouvoir respecter les contrats et ça peut être complexe et ceci demande un investissement de temps, d'énergie, de compétences, d'expertise et la bonne compréhension du contrat. Et donc, je ne sais pas si ceci répond à votre question, mais il est extrêmement important pour les organismes d'avoir de bonnes relations avec leurs financeurs. Et donc, je crois qu'il y a certaines organisations qui n'investissent pas de bonne façon et qui, bien sûr, ont de mauvaises relations avec leurs bailleurs de fonds et qui, peut-être, ne sont pas éligibles pour plus de financement parce qu'ils ne dépensent pas suffisamment d'énergie et d'intention afin de pouvoir respecter ces contrats. Merci beaucoup, Gordon. Et il y a une question dans le clavardage. Une organisation, vous avez parlé dans votre réponse antécédente, vous parliez de formation au sujet de l'organisation s'appelle Humantum. Il y a plusieurs années, ça s'appelait Mango et maintenant ça a changé à Humantum. C'est une ONG internationale qui forme, qui offre de la formation sur plusieurs sujets aux ONG internationales et certains de leurs programmes et tous les programmes que j'ai pris ont été absolument excellents et de fait notre personnel en entier a pris leur programme de budgétisation et je le recommande pour les responsables de programmes afin de pouvoir comprendre les budgets et également je crois qu'ils offrent un cours qui s'appelle gestion des programmes pour les responsables de programmes. Et la majorité des programmes que j'ai vus est excellente et donc j'encourage les personnes à regarder leur catalogue de cours et de recommander leurs cours à leurs responsables s'ils sont éligibles. Et donc, parfait, merci beaucoup Gordon. Et donc, si vous pouviez envoyer le lien pour l'organisation et nous allons partager ça quand on enverra l'évaluation de cet atelier d'aujourd'hui. Et donc, je pense que ceci est la fin des questions que j'ai reçues qui sont spécifiques à la première partie du contenu. Et donc, je vous redonne la parole afin de pouvoir partager. Et je partagerai d'autres questions et allons de l'avant. Merci, Sabrina. Et donc, on va parler de la conformité avec les régulateurs, y compris l'ARC. Et donc, comme j'ai mentionné dans la présentation de mardi, juste un rappel, les sociétés et les organisations à but non lucratif peuvent être incorporées provincialement ou fédéralement. Je crois qu'environ 80% des organismes sont incorporés provincialement et d'autres, le reste fédéralement. Et donc, la loi sur l'incorporation varie vraiment selon les juridictions. Donc, il est vraiment important dans votre organisme d'avoir quelqu'un qui a révisé la législation sur l'incorporation dans votre juridiction parce qu'il y a un nombre de choses qui sont différentes. Par exemple, en Colombie-Britannique, aucun organisme, aucune société, d'après la loi sur les sociétés, a besoin d'avoir un audit
par rapport à l'Ontario ou les corporations fédérales, il y a des lignes directrices afin de savoir quand vous avez besoin d'avoir une révision, un audit. Et donc, c'est un exemple par rapport à deux provinces. Et donc, les levées de fonds peuvent être différentes également selon les juridictions. Faire un profit peut varier selon les juridictions et quel genre de paiement vous pouvez faire à vos directeurs. Ceci peut varier selon les juridictions. Et donc, assurez-vous que vous avez quelqu'un dans votre organisation qui lise la législation pour votre juridiction d'incorporation et de la relire régulièrement afin qu'il sache bien, qu'il soit au courant des changements. Et donc, dans mon organisme, je suis sur le conseil. On offre un lien à notre orientation pour les directeurs afin que tous puissent savoir quel est leur rôle. Comme nous avons mentionné, l'Agence du revenu du Canada classifie les organismes à vocation sociale en tant qu'organismes de bienfaisance ou à but non lucratif. On ne peut pas être les deux choses à la fois et vous risquez d'être reclassifié en tant qu'organisme de bienfaisance. Et il y a un processus pour devenir un organisme de bienfaisance avec des atouts et des inconvénients. Il y a plus de législation, mais en tant qu'organisation caritative, vous pouvez émettre des reçus pour des dons. Mais d'un point de vue terminologique, CPA Canada, si vous considérez les états financiers vérifiés, les organismes classifiés par ARC comme étant classifier les deux catégories OSBL ou organismes de bienfaisance de façon identique, mais en vertu de la loi sur l'impôt, c'est deux catégories différentes. Pour les organismes de bienfaisance enregistrés, il y a certains documents d'information exigés, bien sûr, pour la paie, pour la réduction à la source et les taxes de vente provinciales et fédérales, TPS. Il y a une déclaration 3010 et lorsqu'on voit les chiffres, presque la moitié des organismes de bienfaisance qui se font révoquer leur statut, c'est parce qu'ils n'ont pas déposé leur déclaration T3010 à temps. Généralement, l'ARC est assez, l'IRCC est assez souple, mais rappelle les organismes de présenter ces déclarations T3010 de façon opportune. Et cette diligence-là est à la hausse. Donc, vous devez présenter votre T3010 en dedans de 6 mois, 30 jours après votre fin d'exercice. Même si ça comprend des infos quant à vos administrateurs, cela ne met pas à jour la liste des directeurs qui sont autorisés à échanger avec l'ARC au nom de votre organisme. Et l'ARC a l'exigence que vous devez leur notifier chaque fois qu'il y a une modification dans les directeurs. Généralement, vous devez les aviser par écrit et inclure une copie du rapport annuel que vous présentez contre votre statut juridique chaque année dans votre province ou territoire de constitution. Alors, ce document de changement de l'administrateur est très important de présenter. Il s'agit de 1262. Ce n'est pas l'annexe qui fait partie de la déclaration d'un organisme de bienfaisance. Vous devez leur notifier de changement d'administrateur et beaucoup d'organismes en oublient. Et c'est un point très important que les listes de vos administrateurs soient à jour. Et les administrateurs peuvent autoriser d'autres personnes comme la direction ou le directeur financier pour parler à l'ARC, mais il faudrait maintenir à jour la liste d'administrateurs
afin que les gens qui sont autorisés à parler au nom de l'organisme soient connus. Donc, certains organismes ne le savent pas, mais si vous ne présentez pas votre déclaration 10-30-10, T-30-10-30-10, vous pouvez perdre votre statut. Vous ne pouvez plus remettre des reçus officiels de dons. Et il existe aussi une exigence de transférer la totalité de vos biens à un donateur ou payer un impôt de révocation de 100 et sinon, tous vos biens seraient confisqués à l'ARC. C'est une autre situation où l'ARC a un bâton et si votre statut est révoqué, vous perdez 100 de vos biens, y compris vos immobilisations, vos comptes de banque, vos investissements. C'est essentiel d'avoir un système pour être, disons, en conformité avec vos exigences en matière d'information. Il y a un programme bénévole où vous pouvez demander à l'ARC de faire une mini-vérification de votre conformité avec les règlements quant à votre statut comme organisme de bienfaisance. C'est un programme, disons, gratuit et l'ARC vous donnera un rapport sur ce que vous faites correctement, les opportunités d'amélioration et cela maintient les organismes alignés au règlement du LAC. Ici, entre 2018 et 2019 et entre 2019 et 2020, il y a eu 6 500 organismes bienfaisance qui ont été contactés pour présenter leur T3010 à temps et 2 800 ont été contactés pour améliorer leur exactitude. Entre à peu près 30 000 organismes de bienfaisance. Les données en 2015-2016, mais à l'époque, des 1500 révocations de cette année, 700 étaient de façon délibérée par l'organisme même qui l'a demandé et 708 ont été révoqués à cause de ne pas présenter leur dépôt, déposer leur déclaration et un autre 20 pour une autre raison. Il y a plusieurs activités restreintes que les organismes de bienfaisance devraient connaître. Si quelqu'un devrait être au courant des activités restreintes et s'assurer que l'organisation soit en respect avec les directrices et politiques de l'ARC. Quant aux activités politiques, cela a changé dernièrement. Dans le passé, seulement 10 des actifs de l'organisation pouvaient être consacrés aux activités politiques. Cette exigence a été levée. En théorie, vous pouvez penser tout ce que vous voudrez sur les activités de dialogue public, mais les organismes de bienfaisance n'ont pas droit de dépenser de l'effort ou de l'argent sur les activités politiques partisanes. Donc, ça comprend les élections municipales, provinciales, fédérales, et vous ne pouvez pas appuyer un parti politique en particulier, pourvu que le travail que vous faites au niveau de dialogue politique, disons, en théorie, vous pouvez dépenser 100 sur cela. Il y a aussi une restriction quant aux activités commerciales non connexes. Et on différencie entre connexes et non connexes. Activités connexes, c'est le fait d'une église de louer ou sous-louer partie de ces installations pour des activités parascolaires. Ce serait considéré comme des affaires connexes parce que ça utilise des biens existants de l'Église. Si, par contre, l'Église commençait une affaire vendant des
biens commerciaux à détail. Donc, ça serait non connexe. Si vous opérez une business, il faudrait que ce soit connexe. L'ARC a des guides excellents sur les activités de collecte de fonds sur leur site Web. L'un des guides meilleurs que j'ai vu de l'ARC, qui entre dans un niveau de détail assez profond pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire en matière de collecte de fonds, quelles sont les activités acceptables. Donc, une lecture à conseiller. L'ARC maintient un œil sur les activités de gestion et administrative. Le T3010 a une ligne particulière où rapporter ces activités-là et pour la plupart des organismes, cela devrait représenter entre 20 et 30 un niveau, disons, approximatif pour maintenir certaine stabilité. Si l'organisme dépense moins de 20 sur la gestion et l'administration, probablement, il n'est pas durable. Et si il dépense davantage, donc ça peut être motif de préoccupation de part des bailleurs de fonds et de l'ARC. Différents organismes ont différents besoins en matière de gestion et d'administration. Une étude aux États-Unis a conclu que qu'il y a une corrélation pour ceux qui dépensaient entre 30 et 50 sur le renforcement de capacité où ces organismes-là étaient en croissance. Nous travaillions l'autre jour avec un organisme qui avait des 3 indiqués pour ces dépenses-là. Et si j'étais bailleur de fonds, ça m'inquiéterait parce que ça veut dire que l'organisme ne s'investit pas dans la durabilité. Il y a aussi des guides ou les orientations sur les taux. Lorsqu'on travaille avec les intermédiaires, c'est lorsque vous contracter certaines activités au OSBL ou aux organismes à but lucratif. Mais si vous sous-contractez des activités de programme, l'ARC impose des restrictions très sévères parce que ces autres entités n'ont pas passé par le processus de révision, d'examen que vous faites lorsque vous avez le statut d'organisme de bienfinance. Tout comme l'IRCC, il exige que vous ayez un contrat juridique et que ces entités-là s'engagent à jouer avec les mêmes règles de l'ARC. Il y a des orientations séparées si l'organisation là où l'intermédiaire travaille à l'intérieur du Canada par rapport au travail à l'extérieur du pays. Si vous travaillez avec un autre organisme de bienfaisance au Canada, ça s'applique. Oh, pardon, on a effacé cette dernière traduction. Quant au règlement de l'IRCC, il y a aussi la loi sur les normes du travail qu'il faut respecter. C'est très important que vous suivez les règles quant aux vacances, les heures supplémentaires. Il y a certaines normes du travail très spécifiques. Généralement, c'est sous le régime provincial. Il y a aussi le Code du droit de la personne. Et il y a aussi la loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Il faut en prendre connaissance. Et aussi de la loi sur le lobbying. Quelqu'un dans votre organisme devrait connaître ces lois pour assurer le respect de celles-ci. Quant aux organismes qui ne sont pas des organismes de bienfaisance enregistrés, toute organisation, y compris les sociétés, les coopératives, toute entité non constituée doit, en plus de les remises sur des retenues à la source et les déclarations de taxes de vente,
devrait présenter aussi des autres déclarations. Toute OSBL doit présenter des déclarations T2 pour l'impôt. Certains organismes ne l'ont pas fait dernièrement et devraient aller en arrière. Et il y a un processus d'exécution ou de conformité volontaire et vous pouvez chercher une entente avec l'ARC pour ne pas vous pénaliser de n'avoir pas présenté vos déclarations T2 dans le passé. En plus de la déclaration d'impôt pour les sociétés, il devrait aussi présenter un T1044, déclaration de renseignement des organismes. Ça applique si vous avez des biens, des actifs de plus de 200 000 $ ou des revenus d'investissement pour plus de 10 000. Aussi, vous avez été dans l'obligation de présenter un T44 dans le passé. Et si votre activité principale, c'est la récréation ou le divertissement, vous devez présenter pour les terrains du golf ou pour d'autres types d'organismes de ports. Il y a la déclaration de renseignement T3 qui pourrait être exigée. À noter aussi, tout comme pour les organismes de bienfaisance, vous devez notifier l'ARC de tout changement dans vos administrateurs et fournir une copie de votre rapport annuel également et votre certificat d'enregistrement en tant que société. Et vous devez notifier l'ARC lorsqu'il y a un changement d'administrateur de façon opportune, et cela est séparé au rapport exigé en T2, les rapports T2. Pour les organismes de bienfaisance sur l'appel, vous pouvez émettre des reçus de dons aux fins d'impôt. Mark Bloomberg, qui est directeur d'un cabinet juridique à Toronto, offre de formation sur les reçus de dons officiels, mais un aperçu général, généralement, les organismes peuvent donner des reçus pour des cadeaux en espèces, mais le maximum, devrait être la valeur marchande juste. Et si les biens ont une valeur de plus de 1 000 $, l'ARC préfère qu'il y ait une évaluation indépendante, une expertise. Si c'est moins de 1 000 $, l'organisme peut procéder lui-même. Et si c'est davantage, si le cadeau ou le don a une valeur de plus de 1 000, l'ARC cherche une expertise. Aussi, certaines choses pour lesquelles on ne peut pas donner un reçu. Par exemple, les services. Les services ne sont pas admissibles, seulement l'argent en liquide ou des biens. Si quelqu'un cherche à vous donner des services, vous pouvez donner un reçu s'il y a un échange de chèques. Dans un cas de chèque ou un échange de chèques, par exemple, un cabinet de marketing veut donner certains services, ils vont vous facturer pour les services, vous payez la facture et par la suite, ils utilisent ces fonds-là pour donner un don, faire un don en espèces, en fait, et par la suite avoir un reçu. Et c'est une façon de faire, donc, si le vendeur, le fournisseur cherche un reçu. Vous ne pouvez pas donner un reçu en échange de publicité ou de commandite ou pour des emprunts pour la propriété. Il faut faire attention où un organisme donne un certain pourcentage des fonds reçus en lien avec une certaine organisation, ce qui représente un bénéfice à l'organisation d'un point de vue de publicité. Et si vous n'êtes pas en mesure de le quantifier, vous ne pouvez pas émettre un reçu. Donc, faites attention. Et finalement, les prêts de biens. Si vous faites, par exemple,
une auction. Et on a vu des organismes essayer de donner des reçus de dons pour la location d'un condo ou d'une chambre hôtel. Tout ça est considéré comme un prêt de biens et il n'est pas permis de donner un reçu pour ce genre de dons. Donc, les questions de courant de non-conformité, le prêt du numéro d'enregistrement. Par exemple, un organisme à but non lucratif parle avec un organisme de bienfaisance. Nous avons un donateur qui veut nous donner un don, mais nous ne sommes pas admissibles. Si vous intervenez là, vous pouvez donner le reçu. Et ça c'est le prêt du numéro d'enregistrement selon l'ARC. Et c'est exactement le concept de travail avec des intermédiaires. Il faut suivre les orientations et les règles telles qu'elles sont. Vous devez maintenir la direction et le contrôle de ces fonds. Il y a un sens spécifique de ce terme pour l'ARC. Ils sont en train de passer en revue, de réviser l'idée de direction et contrôle. On a fait des recommandations à l'ARC qu'il élimine cette exigence-là ou bien qu'il l'assouplisse, mais pour le moment, c'est toujours obligatoire. Un autre problème de non-conformité, c'est avoir des registres comptables inadéquats. Il faut avoir vos registres comptables en place en cas d'une vérification. Le problème principal, ce sont des reçus pour les montants gonflés. Parfois, les organismes donnent des reçus pour un montant excédant la valeur marchande juste et l'ARC n'accepte pas ce genre de choses et votre statut peut être révoqué. Les reçus doivent être remplis d'une façon spécifique. Vous devez être en règle. Assurez-vous d'avoir une copie des exigences et que celui qui émet des reçus connaisse les règles et s'assure que toutes les informations sont comprises sur le reçu aux fins d'impôt. De temps en temps, l'ARC trouve des abris fiscaux abusifs et personne d'entre vous le fait. Et donc, avec ce bâton dont dispose l'ARC, ils vont doucement en essayant d'éduquer les gens pour qu'ils soient en conformité. Mais en fin de compte, ils comptent ce gros bâton. Ils sont capables de révoquer votre statut d'organisme de bienfaisance et obliger que vous rendez tous vos biens à l'ARC. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici sur le contenu? Oui, Gordon, j'ai reçu quelques questions. Une question était un suivi de ce qu'on disait tout à l'heure sur la formation. Est-ce qu'il y a de la formation disponible quant au rôle du contrôleur? Bonne question. Il y en a. Les instituts provinciaux du CPA offrent des cours. En Colombie-Britannique, il y a au moins 2 cours qui sont disponibles à différentes époques de l'année pour améliorer et bâtir les aptitudes pour le contrôle et aussi quant au rôle d'agent financier. Donc, il y a un volume important de cours dans ces instituts-là, disponibles pour les contrôleurs, pour les directeurs financiers dans l'industrie et spécifiquement pour le secteur but non lucratif. Voilà les cours dont j'ai connaissance qui seraient pertinents pour les contrôleurs et les directeurs financiers. La prochaine question, quelqu'un se posait se demandait au sujet des entités de responsabilité sociale, des entreprises sociales, pardon.
L'ARC ne compte pas de règles spécifiques applicables aux entreprises sociales. Ces règles s'appliquent aux organisations à but lucratif, à but non lucratif, organismes de bienfaisance enregistrés, c'est trois principalement. Donc, si vous commencez une entreprise sociale, il convient de parler avec un avocat spécialisé en règles d'organismes de bienfaisance et il se peut qu'il vous recommande constituer une nouvelle organisation, soit une société ou une organisation à but lucratif, mais avec des restrictions précises. Si c'est à but lucratif, afin de pouvoir déduire les dépenses, il faut qu'on les utilise pour gagner de l'argent. Mais qu'en est-il si on se constitue en tant qu'entreprise, mais vous avez toujours un rôle d'engagement ou de défense? Pouvez-vous... donc, il y a une question qui se pose sur cela. Il y a peu de comptables et spécialistes d'imposition ou d'impôts qui comprennent bien les règles concernant les entreprises sociales parce qu'il n'y a pas de formation disponible. L'ARC n'est pas clair de comment ils vont vérifier quant à ces organisations-là. Donc, si vous si vous lancez une entreprise sociale ou des organismes complexes quant à leur statut juridique, il peut être convenable d'avoir une entité juridique séparée pour chaque entreprise sociale pour séparer les risques. Et il y a des avocats spécialisés qui peuvent vous aider, vous guider de comment rester en conformité avec les règles de l'Agence du revenu du Canada. Et encore, juste pour ajouter à cela, il y a également des nouvelles règles sur la Constitution pour les organismes à vocation sociale. En Colombie-Britannique, il y a la loi C3 pour les entreprises d'apport communautaire. Et aussi, il y a une nouvelle loi qui vous permet de vous constituer en tant qu'organisation de bénéfices, de prestations, pardon, et donc votre organisme doit émettre un rapport annuel sur ce qu'il fait pour offrir ces bénéfices à la communauté. Donc, parlez avec un avocat spécialisé en organisme de bienfaisance si vous commencez à établir une organisation d'entreprise sociale. Très bien. Merci, Gordon. C'est un sujet assez complexe. Et la dernière question que j'ai reçue, et s'il y en a d'autres, vous pouvez les poser, les lancer. Et vous avez mentionné qu'un programme d'éducation visant les organismes de bienfaisance. Comment s'y inscrire? Est-ce qu'il y a un coût ou une pénalité si l'ARC observe quelque chose qui n'est pas en conformité? Comment est-ce que cela pourrait toucher l'organisation? À ma connaissance, le coût est gratuit. Vous pouvez vous inscrire par le site Web ou en les appelant. C'est un programme, disons, volontaire. Mais je le recommande à tout organisme. Je n'ai jamais vu des conséquences négatives à cause de ça. Selon l'ARC, son rôle principal, c'est d'appuyer les organismes pour qu'ils soient en conformité avec les règles. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais à peu près 80% des vérifications, et je ne parle pas du programme CPA, résultent en éducation et suggestions de comment ramener la conformité, comment se remettre en conformité. Donc, c'est un bon programme et je vous encourage à inviter l'ARC
parce que l'ARC verra que vous prenez le respect au sérieux et que vous voulez faire toute correction qui s'impose si vous n'êtes pas en conformité. Je pense que c'est un programme magnifique et tout organisme intéressé devrait le suivre. Parfait, merci beaucoup, Gordon. Et donc, je ne vois plus de questions, donc on peut continuer avec le contenu. Et s'il y a d'autres questions, on en parlera un peu plus tard. Merci, merci Sabrina. Donc, j'ai 2 ou 3, 4 sections. La taxe provinciale, la TPS. On parlera des entités de rabais sur les entités d'organismes publics et une autre section. En ce qui concerne la TPS, je vais parler de la Colombie-Britannique comme exemple. La TPS est facturée sur la plupart des biens et sur certains services, par exemple les services juridiques. Et donc, il y a un petit... mais si vous vendez plus de 10 000 $ de biens, vous aurez sûrement besoin de vous enregistrer pour la TPS en Colombie-Britannique. C'est facturé sur le prix de vente avant la TSP et les organismes de bienfaisance doivent s'enregistrer, même si les articles sont exemplaires. Certains articles sont exemptés, les vêtements, les chaussures usagées de moins de 100 $, les vêtements, les chaussures pour enfants, les livres et les magazines. Et il y a une ou deux ressources ici, si vous voulez en savoir plus. Au sujet de la TPS, si vous avez un encan ou vous vendez de l'alcool, il faut que vous collectez la TPS là-dessus. C'est une exigence. Et il y a un bulletin particulier pour les friperies, les groupes et les organismes de bienfaisance. Et si c'est ce que vous êtes, lisez ce document. Donc, on va parler de la TPS et pour les organismes à but non lucratif. Les règles sont différentes pour les organismes à but lucratif. Il faut vous enregistrer pour la TPS si vous vendez des produits de plus de 50 000 $ et si vous vendez pour les organismes à but non lucratif, c'est en dessous de 50 000 $. Donc, il y a d'autres exceptions dans le secteur MASH, je crois, les municipalités, les universités, les écoles, les hôpitaux, mais non pas pour les organismes à but non lucratif. Si votre revenu n'excède pas 250 000 dans les 2 années précédentes, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer pour la taxe GST. Et donc, c'est optionnel pour vous enregistrer en dessous de ces taux et parler avec votre comptable afin de savoir si il y a un avantage pour vous. Et donc, c'est là où nous voyons où certains organismes ne savent pas que c'est qu'il faut faire un calcul complètement différent pour la HST. Si vous vous enregistrez et que vous collectez la HST sur vos produits et vos services, la façon dont ça marche par défaut pour les organismes de bienfaisance, par défaut, il faut donner 60% de ce que vous faites, du produit que vous faites. Il n'y a rien d'autre à demander et vous collectez, disons, 100 $ en HST. Il faut que vous donniez 60% au gouvernement. Il y a certaines limites que vous pouvez demander, mais qui n'auront pas d'impact sur la majorité des organismes. Et il y a également certains règlements pour certains organismes caritatifs de ne pas obéir à ces règles, mais très peu d'organismes peuvent le faire. Donc, pour la grande majorité des organismes à but caritatif, si vous vous êtes enregistré pour la HST, c'est la façon dont vous calculez. C'est pour les organismes à profit. Donc, vous collectez 100 $ de HST, vous payez 30 $ et vous pouvez déduire les 30 $ que vous payez en ITC des 100 $ que vous avez collectés et
donner 70 dollars à l'ARC. Ça n'est pas la façon dont les calculs se font pour les organismes à but caritatif. Donc, il faut que votre organisme suive la taxe nette payable afin de pouvoir donner le bon montant à l'ARC. Quelques lectures intéressantes si vous êtes intéressé par ces calculs. Donc, est-ce qu'il y a des questions particulières aux taxes sur les ventes et les organismes à but non lucratif? Et donc, on va aller parler des rabais pour le service public dans un instant. Donc, merci. Gordon, vous avez mentionné les ITC. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que cet acronyme veut dire? ITC, c'est les crédits sur les taxes des intrants. Et donc, c'est essentiellement le montant de HST que vous payez sur vos achats. Parfait, merci. Et je voulais juste voir s'il y avait d'autres questions, parce que j'ai reçu une question et ceci a à faire. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre un organisme à but caritatif et à but non lucratif par rapport aux rapports qui doivent être faits par rapport aux taxes? Il y a beaucoup de différences par rapport aux organismes à but caritatif et à but non lucratif. Les règles sont différentes afin d'obéir aux exigences de l'ARC et également par rapport aux taxes sur les ventes, par rapport aux rabais sur les services publics. Et donc, j'essaye d'identifier ces différences quand on en parle. Mais de faire le sommaire, je n'aurai pas le temps ici, mais vous aurez copie de toutes les diapositives. Et si vous avez des questions spéciales, vous pouvez toujours m'appeler ou m'envoyer un courriel et j'y répondrai si je peux. Et je veux également indiquer que je ne suis pas un expert en impôts, ce n'est pas mon rayon, soit les impôts sur le revenu ou les impôts provinciaux. Et donc, ce sont des informations générales. Donc, si vous avez une situation spéciale, il faut parler avec un spécialiste et pour qu'il vous donne des conseils. Merci Gordon. Et donc, le message est un petit peu plus clair. Et donc, ceci a à faire avec les reçus de donations dont vous avez parlé. Ils travaillent pour un non-profit et reçoivent souvent des donations qui sont pour les clients, par exemple, pour les réfugiés afghans qui arrivent. Ils recevaient des habits, etc. Donc, ils se demandent, en tant qu'organisme à but non lucratif, est-ce qu'ils peuvent donner un reçu pour ces donations ou quel est leur statut à ce sujet? Donc, en général, il y a très peu de limites, particulièrement pour... quel serait un bon exemple? Pour les associations d'athlétisme canadiennes qui sont à non-profit, qui peuvent donner des reçus. Donc, je crois que il y a 2 ou 3 genres d'organisations à but non lucratif qui particulièrement peuvent donner des reçus pour les impôts, mais en général, la majorité des organismes ne peuvent pas donner de reçus. Donc, ils peuvent accepter les reçus et les donations, mais il faut que ce soit clair qu'ils n'ont pas le droit de donner des reçus pour les impôts. Et il est intéressant de voir la recherche qui a été faite que la majorité des donateurs ne sont pas intéressés par un reçu. On travaille avec beaucoup d'organismes à but non lucratif qui reçoivent des donations, mais qui ne peuvent pas donner de reçus pour les impôts. Merci infiniment d'avoir éclairci ce point. Ça nous aide beaucoup. Donc, je ne vois pas d'autres questions. On devrait continuer. Et s'il y a d'autres questions, on y reviendra. C'est parfait.
Et donc, en ce qui concerne les rabais pour le service public, c'est différent de s'enregistrer pour la TP, pour la HST. Et donc, même si vous ne fournissez pas des services qui sont taxés, tous les organismes caritatifs et certains organismes à but non lucratif peuvent demander un rabais. Et voici les taux que vous pouvez demander. Et donc, par exemple, si vous êtes un organisme caritatif enregistré, vous pouvez demander 50% de la partie, 50% de la part de la HST. En Ontario, 52 et en l'île du Prince-Édouard, c'est plus élevé dans les entités de services publics. Et donc, c'est un pourcentage de la HST que vous avez payé sur vos achats et vous recevez un reçu de Revenu Canada. C'est complètement différent de collecter ces taxes, mais c'est une bonne ressource pour avoir du liquide pour tous les organismes caritatifs et à but non lucratif qui vous donnent plus de 40% qui provient du gouvernement. Et donc, j'ai une ou deux diapositives à savoir si oui ou non vous pouvez demander le CTI ou le rabais pour les remboursements. Et si vous êtes un organisme qualifié et se qualifier, ça veut dire que vous répondez à certains critères et que, en général, vous générez plus de 40% de vos revenus du gouvernement. Et si vous n'êtes pas qualifié à but non lucratif, vous pouvez quand même demander les CTA, mais pas le rabais. Et à nouveau, nous avons les règles pour les petits fournisseurs. Les peuvent demander le rabais, mais ne peuvent pas peut-être demander le CTI. Et de fait, s'ils peuvent demander le CTI, c'est très limité, c'est très, très limité. Et donc, à nouveau, avec les organismes plus caritatifs, la limite est il y a très peu à demander et vous allez vous baser sur les frais et donc vous pouvez demander les rabais pour le service public que vous ne pouviez pas demander en général. Et donc, à nouveau, pour les organismes à but caritatif, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'allouer vos CTI parce qu'en général, vous ne les demandez pas. Vous suivez la taxe. Mais si vous êtes un organisme à but non lucratif qualifié, ou, pardon, ou un organisme traditionnel, si vous fournissez des activités taxées, donc 90% de vos activités sont taxées, vous pouvez demander 90% de vos CTI et sinon 90% de vos activités ne sont pas taxables. Et si c'est quelque part au milieu, vous pouvez allouer vos CTI et les redemander sur votre demande de remboursement de HST. Et potentiellement avoir un rabais sur les CTI qui n'auraient pas été demandés. Et vous pouvez avoir une description de ceci sur le site web de l'ARC pour les organisations à but non lucratif qui se qualifient. Et donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au rabais des services publics? Oui, il y en avait une, Gordon, une que j'ai vue jusqu'alors. Et vous avez mentionné que vous êtes éligible si vous recevez 40% ou plus du gouvernement. Est-ce que ça a une incidence si c'est fédéral, municipal ou fédéral? Je ne pense pas. Mais franchement, je ne me souviens pas juste comme ça. Ça fait longtemps que j'ai regardé, mais vérifier, je crois que c'est juste le gouvernement, donc municipal, fédéral et provincial. Mais il y a beaucoup de documentation sur le site web de l'ARC. Donc, parfait, merci. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une limite de temps ou un ordre de temps pour faire ces demandes? Oui, bonne question. Il y a, pour le rabais du service public, il y a une limite de 4 ans. Donc, si vous ne faites pas votre demande dans les 4 ans, celle-ci est annulée, vous ne pouvez pas le demander.
En général, ceci dépend de la fréquence à laquelle vous faites vos demandes. Si vous êtes enregistré afin de collecter la HST, et donc maintenant je ne me souviens pas. Mais en général, afin de pouvoir demander le rabais PSB, vous pouvez le faire deux fois par an, pardon. Mais si vous êtes enregistré pour le HTS, il faudra que vous respectiez l'ordre de temps. Donc, votre année est divisée en deux. Vous vous faites une demande pour les premiers 6 mois de l'année fiscale dans les 90 jours ou dans les 6 mois. Est-ce que c'est 6 mois? Je ne me souviens pas. Et donc, également, vous faites une demande pour la deuxième partie de l'année. En général, c'est 2 fois par an, mais si vous êtes en retard, peu importe pour l'ARC, mais il ne faut pas attendre plus de 4 ans. Ils ont mis une limite de 4 ans. Et donc, après 4 ans, vous ne pouvez pas faire la demande. Donc, c'est parfait. Merci. Merci d'avoir éclairci ce point. Donc, je ne vois pas d'autres questions à l'heure actuelle. Donc, on va continuer avec le contenu et voir s'il y a d'autres choses. Parfait. Et donc, maintenant, on parle de salaire. Et donc, ça, c'est la chose, le risque le plus important que les organismes à but non lucratif et caritatifs risquent. Et donc, ils n'ont pas besoin de payer d'impôts en général. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas à payer la taxe sur les ventes, mais si vous avez des employés, il faut faire les déclarations. Et beaucoup d'organismes ne sont pas familiers entre les employés et les sous-traitants, et il y a un grand risque pour votre organisation si vous engagez des gens qui sont des sous-traitants, qui auraient dû être des employés parce que l'ARC veut s'assurer que vous leur remettiez bien les redevances, donc IA et CPP. Et donc, en général, l'ARC préfère que tout le monde soit classifié comme employés quand vous les engagez, mais bien sûr, il y a des sous-traitants qui sont de vrais sous-traitants. Si vous engagez une compagnie de plomberie pour travailler sur votre évier, bien sûr, ils sont un sous-traitant indépendant. Si vous engagez quelqu'un qui fournit n'importe quel service, aussi longtemps qu'ils sont vraiment une entreprise indépendante qui est incorporée et qui travaille avec beaucoup de clients et qu'ils ont une annonce dans les pages jaunes, qu'ils se soient enregistrés pour la couverture des accidents du travail, que c'est une véritable entreprise, là, il n'y a pas de problème. Mais il y a une zone d'ombre quand certains employés qui devraient être employés arrivent à la conclusion qu'il y a des avantages d'imposition, d'être traités comme sous-traitants. Donc, on va les engager comme sous-traitants et fournir des factures régulièrement, et vous payez les factures régulièrement sans avoir à faire de déclaration à l'ARC. Et c'est là où les organismes peuvent vraiment avoir des problèmes parce que les audits sur les salaires sont faits. Une organisation avait 20 personnes qui étaient toutes traitées comme sous-traitants, alors qu'ils auraient dû être des employés, avoir des déclarations fiscales qui soient faites à l'ARC. Et donc, un audit sur les salaires peut vraiment vous faire faillite parce que les impôts et les intérêts, les pénalités sont souvent aussi important que la réévaluation. Ils peuvent revenir des années en arrière si vous êtes jugé négligent. Et les organismes peuvent être responsables pour payer, même s'ils n'ont pas été payés par la personne qui a été engagée comme sous-traitant. Et donc, c'est un risque sérieux. Les organismes doivent le prendre sérieusement et prendre des précautions afin que ils n'engagent pas artificiellement des sous-traitants qui devraient être traités comme des employés. Il y a une bonne ressource sur l'ARC sur le site de l'ARC et ayez une copie et comprenez bien les règles avant d'engager vos employés. Et il vous indique qui doit être traité comme employé ou sous-traitant. Et donc, il y a 4 tests qui ont été établis contrôler le niveau de contrôle d'intégration, avoir ses propres outils,
et prendre en compte l'intention des partis. Il y a un bon article de McCarthy Tetro. Et donc, c'est une question vraiment, vraiment importante parce que j'ai vu des organismes qui ont été réévalués, qui peuvent vraiment mettre la clé sous la porte. Et donc, il faut vous protéger. Et donc, ici, certaines personnes pensent que les employés à mi-temps, pas à mi-temps, mais où ils payent les personnes en liquide, il n'y a pas d'employés casuels. Et donc, il y a soit des employés, des sous-traitants indépendants qui ont une véritable entreprise avec beaucoup de clients. Ils fournissent leur propre matériel, ils ont la couverture sociale, ils fournissent des factures, la taxe. Et donc, et là, il y a des bénévoles qui ne reçoivent aucun salaire à part le remboursement de frais ou des honorariums jusqu'à $500. Mais cette catégorie des employés qui n'ont pas de statut. Faites attention quand vous engagez des gens afin de pouvoir les traiter comme employés. Et donc, si vous engagez des individus, particulièrement en sous-traitant individuel, l'ARC peut vous redemander de payer les impôts, de payer l'assurance emploi CPP et revenir 3 années en arrière et ne soyez pas négligents. Et donc là, il y a quelque chose à savoir parce que ça peut modifier votre comportement. Si vous engagez un individu qui est un sous-traitant indépendant, l'ARC, qui peut revenir plus tard et vous dire que cette personne aurait dû être traitée comme employé. C'est le payeur qui supporte tous les risques. C'est vous engagez Bob Smith en tant que sous-traitant indépendant qui aurait dû être traité comme employé. C'est vous qui allez être réévalué. Si vous engagez une entreprise comme sous-traitant, c'est le sous-traitant qui a tous les risques. Et donc, un conseil que les experts en impôts vont vous donner. Si vous engagez quelqu'un en tant que sous-traitant individuel, assurez-vous qu'il soit incorporé. Vous baissez vos risques et s'ils ne le sont pas incorporés, c'est vous qui devez avoir tous les risques. Et donc, j'ai vu que vous avez besoin d'un employé. J'aimerais que vous me traitiez en sous-traitant. Je ne suis pas incorporé. Ne vous approchez pas. C'est vous qui aurez tous les risques sur les épaules, mais s'ils vous disent oui, je suis une véritable entreprise, je suis incorporé, j'aimerais être votre sous-traitant, oui, à ce moment-là, prenez-le en compte parce que le sous-traitant devra supporter tous les risques. Et que vous engagez des employés ou un sous-traitant, ayez un accord, mais si vous avez un sous-traitant, il faut avoir un processus d'appel d'offres et qu'il ait une couverture pour les accidents du travail. Parce qu'autrement, c'est vous qui aurez à le faire. Et en général, les directeurs, les responsables et les personnels responsables sont toujours traités comme employés, même s'ils sont à mi-temps. Et j'ai parlé de la couverture accident. Pour les travailleurs, les règles changent selon les provinces, mais en général, elles doivent être payées sur tous les frais et tous les frais tous les contrats des sous-traitants, à moins qu'ils n'aient la leur. Et donc, ce n'est pas juste pour les employés. Il faut regarder les sous-traitants. Ça dépend des provinces. Il faut signer indépendamment pour la couverture accident de votre organisation dans votre juridiction. Et si vous faites des paiements aux directeurs et aux bénévoles, les directeurs, à nouveau, il faut regarder votre législation de corporation et vos règlements internes pour savoir quel genre de paiement vous pouvez faire à vos directeurs. Je crois que dans toute juridiction, vous pouvez rembourser les frais de vos directeurs
les personnes qui agissent en tant que directeur, ça dépend des juridictions et les frais pour les paiements pour d'autres services pour les directeurs en Colombie-Britannique, je crois que vous pouvez les payer, mais juste si c'est indiqué dans vos règlements, il faut faire très attention. Aux bénévoles, en général, c'est un revenu interne et donc il y a une exception pour les cadeaux et les honorariums qui sont à un maximum de $500 par année. Et ceci est différent des salaires pour les employés. Les honorariums peuvent comprendre des liquidités et des cartes cadeaux jusqu'à $500. Et donc, ceci est différent des règles normales qui s'appliquent aux employés. Et donc, je crois que c'est tout pour les salaires également. Est-ce qu'il y a des questions sur les salaires? Merci, Gordon. Je crois que c'est là que nous avons le plus de questions. Donc, on a quelques minutes qui nous restent. On va essayer d'y répondre. Une question à faire avec le sous-traitant, les sous-traitants indépendants. Et dans la lettre du contrat, il est spécifié particulièrement que cette personne n'est pas employée, est un sous-traitant et doit faire sa propre déclaration d'impôt. Est-ce que ceci aiderait à mitiger les risques pour les organismes à but non lucratif? Donc, certains juges prennent en compte, si ceci doit aller en cours, que l'ARC va généralement, peut ou ne peut pas accepter ces lettres. Certains juges prennent en compte la véritable intention des parties et d'autres non. Et donc, parfois, en fin de compte, en grande partie, il faudrait toujours avoir un contracteur indépendant en place. Et si cette personne est engagée, toutes ces clauses devraient être incluses. Mais plus important, il faut s'assurer que l'ARC a la même position que s'ils étaient un sous-traitant indépendant. Et vous pouvez avoir une évaluation préalable. Il y a un terme particulier, je ne m'en souviens pas, mais vous pouvez leur envoyer un formulaire que vous remplissez, vous parlez des circonstances et vous pensez que c'est un sous-traitant indépendant, vous enregistrez ce formulaire avec l'ARC et il vous donnera une détermination quant à savoir si cette personne doit être employée ou sous-traitant indépendant, mais avoir un accord si cette personne devrait avoir été employée. Ceci n'a pas d'importance. Donc, il faut, même si vous comprenez les bonnes clauses, mais l'ARC et les tribunaux vont regarder les faits, donc le contenu, plutôt que la forme. Et donc, même si vous leur fournissez tous les bons contrats, si le contenu de la relation est employé-employeur, c'est la façon dont l'ARC l'évaluera. Merci. Et une autre question, si le sous-traitant reçoit moins de $500 par mois, est-ce que l'organisation devrait encore fournir le T4A? Et beaucoup de règles, je comprends, mais ceci n'a pas changé depuis quelques années. S'il y a une exigence de déclarer le T4, je crois que vous n'avez pas besoin de le faire si vous gagnez moins de $500. Mais franchement, d'après ce que je comprends aujourd'hui, les T4A pour les services aux entreprises, vous n'avez pas besoin, vous avez encore besoin de faire votre déclaration, mais l'ARC ne vous pénaliserait pas de ne pas l'avoir fait parce que les exigences à l'heure actuelle sont techniquement, si vous engagez Home Depot pour un service, afin de nettoyer votre bureau, techniquement, vous devriez leur fournir un T4A et à toutes les autres entreprises qui fournissent des services. Donc, je crois qu'ils sont en train de réviser les règles et, entre-temps, ils ne pénalisent personne, mais il y a encore l'exigence de déclarer le T4A, mais
il y a des politiques de conformité mises en place et je crois que ce serait important de vérifier le statut actuel afin de déterminer si oui ou non vous devez faire enregistrer le T4A. Merci infiniment, Gordon. Donc, il y a une question finale et je vais vous la poser. Et donc, si c'est une entreprise de nettoyage, est-ce qu'il faudra que vous leur donniez le T4A? La personne n'est pas tout à fait au clair par rapport à votre réponse précédente. Oui, en général, ce que l'ARC veut savoir, c'est pourquoi ils veulent que les organisations déclarent le T4A. Je crois que ce qu'ils essayent de prendre, c'est les individus qui ne sont pas incorporés, qui sont payés en liquide, mais ne le déclarent pas sur leur déclaration d'impôt. Donc, les personnes qui ne sont pas incorporées, donc moi, j'aimerais faire enregistrer mon T4A afin que chaque personne soit traitée de façon juste, déclare le bon montant de revenus s'ils sont incorporés. Il y a de très grandes entreprises de nettoyage, je ne m'en inquiéterai pas, mais si c'est un individu qui n'est pas incorporé et qui fournisse des services à votre organisation, je voudrais leur donner leur T4A. Parfait, merci Gordon. Et donc, nous arrivons à la fin de notre journée. Et donc, pour terminer, je voudrais vous remercier, Gordon, d'avoir partagé vos connaissances avec ces deux ateliers et vous pouvez regarder sur l'écran. Et donc, merci infiniment. Merci à nos interprètes d'avoir interprété aujourd'hui durant cet événement et à toute l'équipe d'AMSA. Et donc, passons à la prochaine diapositive. Je veux juste dire pour clore, merci infiniment. Nous allons partager la présentation avec vous, les diapositives. Nous les avons partagées ce matin avant la présentation et il y a un guide que nous allons partager avec vous et les deux seront disponibles en anglais et en français. On va donc partager tout ceci et donc je voudrais partager avec vous comment vous pouvez être connecté avec le secteur. Vous pouvez vous signer pour la lettre d'information sur settlement.net et pour savoir quand les ateliers seront et vous pouvez aller sur le site web et je vois que ma collègue a mis ça dans la boîte de clavardage et je peux également souligner comment vous pouvez suivre AMSA sur les médias sociaux. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, LinkedIn et donc nous avons différents événements, différentes informations et nous allons vous envoyer un formulaire d'évaluation. Nous allons le partager sur la diapositive et donc je veux dire merci infiniment. Nous apprécions vos commentaires et nous sommes nous avons hâte de collecter vos commentaires, votre évaluation sur le formulaire. Merci Gordon, merci aux interprètes et à toute l'équipe d'AMSA et d'avoir engagé IRCC pour être là avec nous. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous et prenez soin de vous.